Bonjour, dans ce nouvel épisode, on va parler mathématiques. On va essayer de comprendre comment aimer les maths et quelles sont les méthodologies qu'on peut utiliser pour progresser dans cette matière. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt bon en mathématiques ou plutôt en calcul mental, c'était au primaire. Faire des additions, des multiplications, ça c'était assez facile pour moi parce que j'apprenais par cœur et ça sortait assez facilement. Mais ça s'est gâté quand je suis arrivé au collège, et notamment en quatrième, quand il s'agissait de résoudre des problèmes de géométrie avec des théorèmes. Et pour comprendre tout ça, eh bien, on va en parler dans un instant avec Elisabeth Nero, une spécialiste des apprentissages en mathématiques. Bonjour, je m'appelle Vincent Delormel, je suis un mnémoniste, un spécialiste de la mémoire. J'enseigne l'art de la mémoire partout dans le monde depuis à peu près 30 ans et je suis le créateur du MémoCamp que vous pouvez retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Et dans cet épisode, on parle mathématiques. Et donc, comme je vous le disais, j'étais un élève plutôt mauvais en mathématiques à partir du collège, où j'étais, on va dire, plutôt classé dans les très très mauvais, puisque j'avais à peu près 5 de moyenne. Et je me souviens de ma première note en sixième, je crois que j'ai dû avoir un 5,5 et ça m'a complètement perturbé. Ça m'a perturbé parce que au primaire, j'étais plutôt un bon élève, je calculais bien, je calculais vite et je pensais que les mathématiques se résumaient à ça. Ça s'est compliqué, j'ai perdu confiance et arrivé en quatrième, eh bien c'était l'époque pour moi en tout cas des démonstrations en géométrie. Il s'agissait donc de mémoriser ou d'apprendre des théorèmes et de les appliquer dans des problèmes avec des triangles, des carrés, ce genre de choses. Et honnêtement, moi, je savais par cœur mes théorèmes, mais quand je lisais la consigne, en fait, je ne comprenais pas grand-chose. Et je mettais un petit peu au hasard et des théorèmes en fonction de ce que je croyais avoir compris. Donc, si ça parlait d'un triangle, eh bien, je mettais un théorème sur les triangles et parfois ça fonctionnait. Et ça me perturbait parce que j'avais le sentiment que les mathématiques, c'était un peu du hasard ou de la chance. Et donc moi, ma conclusion, c'est que je n'avais pas de chance et que le hasard n'était pas fait pour moi. J'ai réussi à arriver en seconde sans redoubler, mais en seconde, j'ai redoublé, et notamment à cause des mathématiques, car là, je plafonnais à peu près à 0 ou 1. C'était très très compliqué. Et quand j'ai redoublé, eh bien, les programmes mathématiques avaient changé. Ce qui veut dire que là, pour le coup, le redoublement n'était pas très intéressant. Et je me souviens, en fin de premier trimestre, un devoir surveillé sur les barycentres. Les barycentres, si vous voulez, pour moi, quand j'entendais ce mot, ça me faisait penser vaguement à un éléphant ou un truc du genre. Ce qui veut dire que, effectivement, comme j'étais tout le temps à côté de la plaque, et les notes étaient également plutôt à côté de la plaque, et même parfois j'avais des notes en dessous de 0 parce que dans le lycée où j'étais, eh bien, on testait des notes négatives. Et je me souviens donc en fin de premier trimestre, ma prof de maths qui me rend ma copie, un 2 sur 20, ce qui en soi était pas trop mauvais pour moi. Elle me lance ma copie en me disant: vous, votre problème de Lourmel, c'est que vous ne comprenez rien. Et là, moi, j'ai eu comme un électrochoc et je me suis dit: mais elle a raison, je ne comprends rien, mais ça fait combien de temps que je ne comprends rien? Et en remontant comme ça dans ma mémoire, je me suis retrouvé en grande section de maternelle où, à mon avis, dès ce moment-là, je ne comprenais rien en mathématiques. En fait, j'apprenais par cœur des choses, j'apprenais des théorèmes, j'apprenais des définitions, mais je ne savais pas du tout les appliquer, je ne savais pas les contextualiser. Pour moi, ça ne voulait absolument rien dire. En tout cas, ce jour-là, j'ai compris que le barycentre n'avait absolument rien à voir avec donc les éléphants. Et justement, on va en parler dans un instant avec Elisabeth Nero. Elisabeth est donc une spécialiste en apprentissage des mathématiques. On se connaît depuis un petit moment et elle est avec nous en ligne. Allô, Elisabeth? Oui, bonjour Vincent. Elisabeth, donc tu as accepté donc de partager avec nous quelques éléments sur les mathématiques. Tu es donc une spécialiste de la question. On se connaît depuis quelques temps déjà. Et Oui. j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Qui es-tu, Elisabeth? Alors, donc bonjour, je suis Elisabeth Nero, donc j'habite à côté de Rennes en effet.
Alors, je suis ingénieure et depuis quelques années, je suis indépendante. Et le cœur de mes activités, c'est l'apprentissage. Donc, comment bien apprendre. Et je me concentre particulièrement sur les maths. Alors, en proposant diverses ressources, essentiellement pour les collégiens, les lycéens et je dirais toute personne qui souhaite progresser en maths. Donc, ça passe par de l'accompagnement individuel, des formations en ligne, des boîtes de cartes, on va en reparler, hein, des flashcards, etc., etc. Donc j'aime créer toutes sortes de ressources pour aider les jeunes ou les moins jeunes à progresser en maths. Et donc toi, tu aimes les maths, en fait, Elisabeth. Alors moi j'ai toujours aimé les maths, ouais, tout à fait. Donc on peut aimer les maths. C'est la bonne question. Est-ce qu'on peut aimer les maths et comment est-ce qu'on fait pour aimer les maths? Alors donc oui, on peut les aimer. En fait, je pense que ce qu'on aime dans les maths, c'est alors il peut y avoir une appétence pour les chiffres. Toi, tu l'avais, hein, de toute façon, c'est ce que tu disais. Tu aimais calculer, manipuler Alors surtout qu'en plus, moi depuis, je me suis amusé à faire des numéros de calcul mental, etc. Parce que dans mes spectacles autrefois, c'est ce que je faisais. Donc oui, j'aime bien les chiffres en fait. Je trouve ça même fascinant. Voilà. Donc il y a cette appétence pour les nombres, mais c'est vrai que les maths, c'est autre chose aussi. Et donc je pense que ce qu'on cherche dans les maths aussi, c'est un petit peu le jeu, c'est l'énigme, c'est de trouver le bon chemin en fait pour aller jusqu'à la réponse. Donc c'est cet enchaînement de logique, de raisonnement. Tu parlais de démonstration, et quand on arrive à dérouler le fil et à arriver au résultat, en fait, ça apporte une très grande satisfaction, et donc du plaisir et l'envie de recommencer. Donc c'est ce chemin-là, je dirais, qu'il faut réussir à transmettre pour avoir cette satisfaction-là de pouvoir dérouler comme ça un fil. Mais les maths, c'est aussi comprendre en fait que je pense qu'il faut surtout les désacraliser, enlever tout ce qui peut créer de l'angoisse, et comprendre que les maths, c'est plein de choses en fait. On en trouve partout dans notre quotidien, derrière notre ordinateur, en écoutant de la musique, en faisant de la cuisine. Voilà, elles ont vraiment toute forme, pas En fait, on trouve justement ça toute partout, forme quoi. quoi. Et ce qui est Ouais, c'est marrant, c'est ça. que alors du coup, moi j'ai lu deux livres majeurs que je trouve, c'est les livres de Michael Launay, c'est Le Grand Roman des Maths et Le Théorème Oui. du parapluie, qui sont, moi, des livres que je conseille à tous ceux qui au départ n'aiment pas les maths, parce que finalement, un mathématicien ou les gens qui sont dans les maths, c'est un petit peu comme des enquêteurs en fait. Et quand tu disais qu'il fallait désacraliser les maths, moi j'ai l'impression que quand on arrive à un certain niveau en mathématiques, on touche presque du coup le sacré là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que je disais notamment dans Ah oui. le théorème du parapluie que techniquement, eh bien, on est capable de prédire la totalité des livres qu'on pourrait écrire avec la langue française. Parce que Mhm. voilà, mathématiquement, vu que c'est un nombre de lettres définies, eh bien, on est Mhm. capable comme ça de. Et ça, c'est fascinant parce que là, la question qu'il pose, c'est finalement, est-ce qu'on crée un livre ou est-ce qu'on le découvre, tu vois? Et donc, ça, j'ai trouvé ça fascinant, moi. Oui. Alors c'est vrai que les grands mathématiciens, eux, ils parlent énormément contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils parlent énormément d'imagination et de créativité. Bah oui, c'est ça. Voilà, pour eux, cette matière-là, cette substance qui travaille fait appel à beaucoup de créativité. Et c'est peut-être ça qui manque Alors qu'on justement. pourrait. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'on n'arrive pas à communiquer et à transmettre. Moi, si on m'avait raconté les mathématiques comme je l'ai lu dans le livre Le Grand Roman des Maths, je pense que j'aurais adoré les mathématiques, en fait. Hmm. Ouais, il y a moyen vraiment de passer par beaucoup d'histoires. Ouais. Alors, les histoires des grands mathématiciens, comment ils ont découvert telle chose, comment on en est arrivé là, voilà, en passant par toutes ces histoires-là, c'est vrai que c'est une porte d'entrée assez facile et fascinante surtout. Donc toi, tu accompagnes des personnes de tout âge à progresser en mathématiques, je pense notamment peut-être aux plus jeunes. Et quelle est la plus Ouais. grande difficulté en mathématiques qu'ils rencontrent, que toi tu rencontres par rapport à ces élèves ou ces enfants ou ces gens en fait? Ce que je rencontre énormément, en fait, c'est la difficulté à avancer. C'est en fait le fait d'avoir dès le départ quelques bases pas très solides, Ouais. des fondations qui sont pas suffisamment consolidées, et donc
Voilà, sur les fractions, par exemple. Ça, c'est quelque chose, une grande difficulté qu'on rencontre très fréquemment. Mais sauf que voilà, le programme avance. La particularité des maths, c'est que le savoir, il est vraiment cumulatif. Et donc, on continue à avancer, on continue à bâtir sur les premières briques. Et donc, si ces briques-là ne sont pas solides, bah, le chemin va être très chaotique, très difficile. Et puis, bah, plus ça va, plus évidemment, on perd confiance et c'est difficile ensuite. Donc ton travail, Donc, toi, c'est pour moi, de s'identifier déjà les bases si elles sont déjà bien acquises, quoi, en gros. ouais, voilà, de repérer et de consolider ensuite ces bases-là, les fondamentaux de calcul. Donc, c'est les fractions, c'est les puissances, c'est ensuite tout ce qui est calcul littéral, et vraiment de bien consolider ça. Et ensuite, on peut avancer. Et tu Donc, as de des, rajouter tu trouves des difficultés plutôt en algèbre ou en géométrie? plutôt en algèbre. Plutôt en Ouais, algèbre, d'accord, ok. plutôt en algèbre. La géométrie, c'est vrai, il y a quand même l'aspect visuel qui va beaucoup aider. Ah Et oui, moi, j'essaye justement d'apporter aussi du visuel ou de la manipulation en algèbre, mais on y pense moins, on y vient moins facilement. ouais. Et donc les difficultés, ouais, elles sont plutôt en algèbre. Elles vont être donc sur les fractions, sur les nombres décimaux, et puis après tout ce qui est, Alors que moi, bah, j'étais plutôt bon en algèbre, en fait. C'est ça qui est paradoxal, quoi. ouais, d'accord. Ouais, alors, la géométrie, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal parce qu'il fallait démontrer. Donc, une logique que je pense que j'avais pas, ou je comprenais pas, en fait, ce qu'on me demandait. Ouais, là je pense qu'il y a vraiment la compréhension, ce que je disais du chemin. Donc bien comprendre déjà la consigne, qu'est-ce qu'on attend de moi, quelles sont les informations que j'ai, c'est vraiment un jeu de pistes, et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre pour y arriver. Alors Des ça, études ont montré aussi, tu sais, l'impact du vocabulaire sur la mémoire. oui, Évidemment, est-ce que ça peut être une des raisons pour lesquelles des élèves sont en difficulté en mathématiques? Moi, j'ai l'impression, si tu veux, que j'étais capable d'apprendre par cœur des mots, donc des mots dans leur son, dans leur forme, mais en fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait. oui. Et ben c'est ce que je voulais dire quand je te parlais de compréhension de consignes et de données. Et moi, je le vois avec les jeunes, et j'insiste beaucoup là-dessus. Le vocabulaire est primordial. Ah ouais, Euh, ouais. Et c'est en général les gens que je vois justement ont un peu cette lacune-là. Et donc, il faut essayer d'aller un peu plus loin, comprendre d'où vient le mot. Ça va déjà donner un vrai éclairage sur le sens mathématique. Par exemple, périmètre, péri, si on comprend comme autour, ouais. périphérique, comme Hmm. périscope, ça veut dire autour. Ouais, Bon, bah, ça y est, je sais que je vais devoir mesurer le tour. bah oui, Équi, égal, donc trois côtés égaux, par exemple, ouais, etc., etc. Donc, ça apporte tout de suite un éclairage déjà sur la compréhension du bah mot oui, et donc son sens mathématique, et puis évidemment après également sur la compréhension des consignes, etc. Mais passer du temps sur le vocabulaire, c'est primordial pour moi. Ouais. évident. On va maintenant parler dans un instant de la dépression mathématique. En fait, je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais j'ai lu ça dans un livre de Stanislas Dehaene, que beaucoup d'élèves, en tout cas au collège et au lycée, souffraient de dépression mathématique. Apparemment, c'est 43% des élèves de plus de 15 ans, selon les statistiques de l'OCDE, donc souffrent d'une dépression mathématique, c'est-à-dire qu'ils arrivent en cours de maths avec la boule au ventre, avec découragement, parfois il y en a qui sont angoissés, qui pleurent, etc. Et je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, quand je venais en cours de maths, j'avoue que j'étais tout angoissé parce que bah, j'y prenais pas beaucoup de plaisir et j'avoue que c'était plutôt une punition. As-tu déjà rencontré ce genre de phénomène, toi, Elisabeth? Alors oui, alors pas peut-être pas au niveau dépression alors angoisse, oui, oui, des gens euh, des- et puis des gens surtout, moi ce que je vois surtout, c'est des gens qui n'y croient plus trop et qui ont perdu confiance, Ah oui, qui se disent de toute façon c'est pas trop pour moi je suis nul en maths, et c'est comme ça. ah oui, Et donc ça, c'est vraiment, oui, c'est des choses qui sont vraiment ancrées. C'est une matière vraiment clivante en fait. On sent vraiment que c'est une matière qui cristallise beaucoup de tensions, de peurs et de croyances. Et donc, ouais, c'est tout ou rien, je dirais. Et donc ça, c'est quelque chose, ouais, contre laquelle moi je me bats, le fait de croire que non, rien n'est figé et que pas à pas, on peut retrouver confiance.
avec des petites réussites. On avance et on retrouve le goût Les maths? d'essayer au moins. Ouais. Mais par contre, oui, oui, ce blocage-là et cette croyance en se disant, bah, de toute façon, ouais, mes parents sont nuls en maths, moi je suis nulle en maths, ou on m'a toujours dit que je n'y arriverais pas, ou enfin, il y a énormément de blocages. Mm. Et on est d'accord qu'on soit homme ou femme ou fille ou garçon, Aucune différence. on est tous égaux par rapport aux mathématiques. Et il y a donc des recherches, notamment menées par Carol Dweck, je ne sais pas si tu connais, qui est une Oui, neuroscientifique et qui parle beaucoup justement de on n'est pas fait pour être matheux ou littéraire et qu'on est beaucoup plus figé dans nos croyances, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Et notamment, c'est vrai que le regard des filles sur les maths, enfin, les chiffres sont assez impressionnants. Depuis la réforme des lycées, les filles qui font maths au lycée, enfin, le nombre a vraiment baissé. Et il paraît que même dès le CP, entrée au CP, voilà, il y a très peu de différence entre filles et garçons. Et arrivé en milieu d'année de CP, ça y est, les différences commencent à être assez marquantes. Ah, c'est incroyable, Donc hein. c'est vraiment des schémas Ouais. qu'on intériorise très tôt. Mm. Alors, une des raisons, à mon avis, hein, qui fait qu'on peut être angoissé par les mathématiques ou démotivé, c'est qu'effectivement, on ne sait pas trop. Enfin, moi, c'est souvent ce que je dis. Ce que je disais, c'est que je ne savais pas à quoi ça servait les mathématiques. Et aujourd'hui, je me plais à dire que quand un élève vous renvoie l'information, de toute façon, je ne sais pas à quoi ça sert les maths, moi j'ai tendance à penser que c'est un petit peu la faute de l'enseignant. Parce que les maths, ça sert à plein de choses en fait. Et la question que je te pose, à quoi ça sert les maths en fait? Hmm. C'est une oui, vaste question. Euh, pour moi, alors on peut répondre déjà par des choses quotidiennes, par des applications quotidiennes. Donc calculer une recette pour tant de personnes ou la réduction suite à des soldes ou etc etc. Donc il y a des applications concrètes et c'est vrai que plus on intègre ça dans son quotidien en fait, parler des nombres, parler d'une réduction, parler de plus c'est quelque chose qui va être naturel. Et après, pour moi, les maths, c'est aussi avant tout, mais comme beaucoup de matières, euh, les matières qu'on nous enseigne à l'école, elles sont pas là forcément fondamentalement pour ce qu'elles nous apportent dans l'absolu. Elles sont là pour nous apprendre, et les maths notamment, à raisonner. Oui, Donc on va apprendre à chercher, et vraiment oui, à chercher, à raisonner. Ça va nous permettre de comprendre un autre langage, parce que c'est comme un langage, le mais ouais, langage des sciences. Ça va nous permettre de développer des capacités, évidemment, des capacités d'abstraction, ouais. des capacités même d'imagination, comme on disait. Et puis ça fait aussi appel, les maths, il y a le côté science exacte, c'est-à-dire que la réponse, voilà, elle est vraie ou elle est fausse. Et du coup, ça apporte aussi un sens critique. Voilà, ça fait appel ça permet de développer sa logique, sa méthode, sa rigueur et donc son sens critique. Bah oui. Euh, Donc en fait, Qu'est-ce c'est que je très peux très dire riche quoi. d'autre? C'est très riche et C'est très très riche, c'est voilà. même très bon pour la mémoire au final. Oui, ouais. C'est toute une démarche en fait. C'est pas tant le résultat mathématique qui est important, c'est vraiment la démarche et tout ce que ça apporte au niveau du cerveau. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre où là aussi les jeunes peuvent arrêter les maths à 15 ans. Et donc ils ont comparé un petit peu les cerveaux de ceux qui avaient arrêté et de ceux qui n'avaient pas arrêté. Et ils ont vu que chez les jeunes qui ont arrêté les maths assez tôt, il y a un taux de neurotransmetteurs, voilà, qui a un nom, qui était plus faible Ouais. chez eux, alors que c'est un neurotransmetteur qui est important au niveau de la plasticité cérébrale. Donc c'est vrai qu'à l'âge d'un jeune où son cortex est encore en pleine formation, toutes ces capacités cognitives, elles sont importantes à développer. C'est clair. Bah, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à commencer par dire tout ce que tu viens de dire dès le plus jeune âge, en fait, à tous les élèves, et à rappeler que finalement, s'intéresser aux mathématiques, c'est apprendre à développer un super pouvoir, et j'ai envie de dire, ce serait valable pour toutes les matières, tu me diras, mais déjà, les mathématiques, les présenter comme quelque chose de vraiment fondamental qui permet, dans la vie de tous les jours, de résoudre plein de problèmes, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait, tout. Ça passe vraiment au départ, hein, si on parlait d'angoisse, de blocage, c'est vraiment l'image qu'on s'en fait et qu'on donne de cette matière-là qu'il faut revoir et en la présentant plus, en effet, comme des défis, des jeux, Oui. des explorations.
exactement. Et ça changerait certainement beaucoup de choses. Ouais. Eh ben, ça va me permettre d'enchaîner sur la dernière question que je vais te poser. Ce sera autour des méthodes. On va maintenant parler de méthodologie et si vous me suivez sur ce podcast, vous savez que je défends les approches contextuelles, c'est-à-dire que dès lors qu'on peut mettre en contexte ou en scène une information, c'est toujours plus facile à traiter, à mémoriser, à apprendre. Et on retrouve notamment des approches comme la méthode Singapour, si vous connaissez, qui mettent très largement cette approche en action. Alors toi, Elisabeth, tu as des méthodologies, tu as des approches. J'aimerais que tu nous parles justement de ta méthodologie, de la façon dont tu t'y prends pour permettre aux élèves de progresser. Oui. Alors, en effet, je dirais ma première, j'ai 3 piliers et le premier, c'est la manipulation. C'est en effet le concret. Oui. Justement, pour raccrocher cette matière-là qui peut paraître abstraite, la raccrocher à quelque chose. Et surtout parce que voilà, quand on apprend quelque chose de nouveau, naturellement, on va apprendre d'abord par nos mains, par l'action en fait surtout. Ouais. Et donc même, je dirais au collège, même au lycée, on peut aussi manipuler en maths. On peut représenter un X avec une barre et donc avec des Legos. Moi, j'utilise beaucoup les Legos parce que c'est très simple, parce qu'il y a différentes formes, différentes couleurs. Et donc, voilà, les nombres positifs, les nombres négatifs, ou les X avec les nombres. Donc, comment je fais pour résoudre une équation? Ben, ça, déjà, je peux le faire avec mes mains. Et donc, je vais vraiment comprendre ce que je fais et je ne vais pas juste essayer d'appliquer une méthode et de retenir une méthode en se disant, ah oui, tiens, il faut que je passe le nombre de l'autre côté. Non, déjà, je comprends ce que je fais en manipulant. Donc, ça permet, vraiment la première marche. Après, moi, je passe au deuxième stade, c'est la représentation visuelle, mentale, mais déjà visuelle, donc en essayant de faire, d'apporter plus c'est un côté ludique, hein, de dessiner, schématiser, de représenter les mots, je sais pas moi, Pythagore, Thalès, et ben, je vais essayer d'illustrer ce mot-là aussi avec ce que représente le théorème, etc., etc. Donc, ça permet de comprendre et de le mémoriser. Et c'est mon dernier point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la mémorisation. Parce que je me suis rendu compte en fait que, voilà, au départ, je passais beaucoup de temps à expliquer, à faire comprendre le concept. Donc, ok, ça marchait. Mais en revenant une semaine, 2 semaines après, tout était à recommencer. Et comme je le disais, comme on avance toujours avec ce cumul-là, et si c'est pas solide au départ, on peut pas avancer. Et donc, la mémorisation en maths, oui, répéter, apprendre par cœur certaines choses, c'est fondamental. Et Et pour c'est ça, quelque toi, chose, tu as créé justement, je crois, tout un jeu de cartes en fait, par rapport à ça. voilà, beaucoup de flashcards, donc des cartes recto verso, une question, une réponse, justement sur l'essentiel, l'essentiel du programme au collège. Donc j'ai une boîte pour le collège. Celle sur le lycée va sortir, mais elles existent déjà sous forme numérique, Ouais. donc par niveau, seconde, première, terminale. Et en fait, ça permet de se concentrer sur l'essentiel des notions qui vont être utiles, et puis de les réactiver en permanence, un petit peu, par petites doses, mais très régulièrement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas juste à relire son cours, mais on se pose des questions, on se teste, et on sait que c'est ça qui marche. Et aussi, on peut le faire dans le temps, en espaçant petit à petit. Donc là aussi, ça permet de réactiver à plusieurs reprises et donc de bien ancrer les choses. Et en fait, cette mémorisation-là à long terme, elle est essentielle parce qu'elle crée des automatismes. Et oui. Et du coup, on est plus à l'aise. On passe moins de temps et moins d'énergie à chercher combien fait 7 fois 8, par exemple, ou des choses bien plus avancées. Et on peut se consacrer sur la résolution du problème. Et si les automatismes sont là, voilà, on gagne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout de la confiance parce que c'est des choses, on se prend plus la tête avec ça. Tiens, j'entends souvent des parents qui disent que les élèves n'apprennent plus leur table de multiplication à l'école. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vrai. Tu as remarqué qu'il y avait une vraie baisse des capacités à compter de tête? Moi, je trouve, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, je trouve que l'accent est moins mis sur, je dirais, la mémorisation et l'apprentissage par cœur de certaines choses. Ouais. Donc il y a des élèves qui arrivent au collège sans connaître leur table d'addition ou de multiplication peut-être. Ah oui, vraiment. D'accord. Ouais. Okay. C'est pas des choses qui sont automatiques. À nos âges, on apprenait ça. C'est
ça. Mais alors sans doute qu'il y a beaucoup de choses à voir. Les programmes sont très lourds, qu'on va plus vite. Mais du coup, c'est des points qui aujourd'hui sont faibles parce que voilà, ils n'ont pas été automatisés. Ouais. Alors que c'est les fondamentaux, ouais, ça fait partie des fondamentaux qu'il faudrait certainement automatiser. Et avant de te quitter, quel conseil, avec un singulier ou un pluriel, quel conseil qu'est-ce que pourrais-tu donner à nos auditeurs, qu'ils soient parents ou peut-être étudiants, je ne sais pas, spontanément, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos auditeurs? Euh, alors spontanément, bah, je rebondirais sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si voilà, si vous êtes parent ou vous-même étudiant, pensez à pensez à comment dirais-je à revoir régulièrement ces petites choses-là. Pensez à plus travailler la mémorisation et par des petites cartes, par des petits jeux, mettre de côté les formules qui vont être importantes et les revoir par petites doses, mais tout le temps, pour que vraiment ce soit quelque chose qui devienne bien acquise et qui vous pose plus de problème. Parce qu'en fait, voilà, ceux qui ont peur des maths, c'est parce qu'il y a toutes ces petites choses-là qui s'accumulent, qui posent problème et on finit par ne voir que ça. Donc déjà, travailler ça de manière voilà simple et plutôt ludique, bah, ça passe et ça marche très bien. Et après, sur les maths, c'est ce qu'on disait, passer par aujourd'hui, il y a plein de vidéos, des livres, des documentaires sympas qui présentent les maths un petit peu sous d'autres aspects. Ouais. Il y a un musée qui vient de s'ouvrir à Paris, là, a priori. Je Ah suis pas oui? encore allée, mais ouais, Tiens. sur les maths, l'Institut Poincaré, je crois, avec des choses très interactives, très très sympas, je pense. Donc voilà, il y a matière à ouvrir un peu les horizons. Excellent. Bah écoute, j'ignorais, tiens, on ira voir l'Institut Poincaré. Eh bien, Elisabeth, merci. Alors, on va juste, peut-être, tu vas peut-être nous donner ton site web. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment s'appelle ta méthode déjà? Ta méthode, elle s'appelle Alors Matizy, donc Matizy. Et on easy, retrouve ça voilà. sur Et on retrouve ça sur donc mon site https://elisabeth-nero.com. elisabeth-nero.com. Donc, on mettra de toute façon en lien sous la description de ce podcast. Eh bien, Elisabeth, merci en tout cas pour ta participation. Merci pour tous ces conseils. Merci pour cet Merci à toi. échange. Le podcast se termine et on va donc se retrouver dans un prochain épisode. En attendant, donc n'hésitez pas à visiter le site d'Elisabeth. Vous pouvez également retrouver tous les podcasts sur mon site https://les-secrets.com et puis également le Mémocamp et tout le reste sur le même site. Merci à vous, à très vite pour un prochain épisode.